Après les débats houleux de l'Assemblée, une majorité de sénateurs prévoit de détricoter le texte en supprimant notamment la suspension de la réforme des retraites. Non, je ne me tairai pas. Le militant écologiste Amin Kessassi signe une tribune aujourd'hui dans le journal Le Monde. Il s'exprime près d'une semaine après la mort de son frère abattu en pleine rue à Marseille. D'après les éléments de l'enquête, il s'agirait bien d'un assassinat d'avertissement contre Amin Kessassi, très engagé contre le trafic de drogue. Aujourd'hui, il dénonce la lâcheté des commanditaires et exhorte l'État à comprendre qu'une lutte à mort est engagée. Plus de 50 parents d'élèves, enseignants et agents des écoles des Bouches-du-Rhône déposent plainte pour mise en danger. Ils ont en effet tous été exposés à l'amiante dans les établissements. Classée cancérogène, cette substance présente des risques pour la santé, principalement par inhalation, lorsque les poussières pénètrent le système respiratoire. Un congrès tendu pour la coordination rurale. Le deuxième syndicat agricole français est réuni depuis hier à Auch. Et au programme aujourd'hui, l'élection du président. Deux camps s'affrontent, celui de la candidate sortante Véronique Le Floch et celui de Bertrand Vantaux, le président de la Chambre d'agriculture de la Haute-Vienne depuis 2019. Ce dernier est soutenu par les dirigeants des places fortes de l'organisation au bonnet jaune du Gers au Lot-et-Garonne. De nouvelles attaques contre l'Ukraine. Une frappe russe a fait 9 morts cette nuit à Ternopil dans l'ouest du pays. C'est en tout cas ce qu'annonce ce matin Volodymyr Zelensky. Et puis des drones ont également été lancés sur la région de Kharkiv. 36 personnes ont été blessées, dont des enfants selon les autorités locales. Et puis en football, c'est le pays le moins peuplé qualifié pour la Coupe du Monde 2026. L'île de Curaçao a validé son billet hier après avoir fini première de son groupe. C'est une grande première pour cet État autonome des Caraïbes, encore lié aux Pays-Bas. Excellente matinée à tous. Très belle matinée à vous aussi, Clémence Lobary. Merci beaucoup. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Allez, bienvenue à tous sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à midi, on est ravis de vous retrouver. Il est 10h04 précisément, mettez-vous d'accord, on débat de l'actualité. L'actualité, c'est évidemment ce salon des maires dont Sud Radio, pour la première fois, est partenaire officiel. On va parler de vos premiers magistrats dans un instant avec nos débatteurs. On va vous demander pourquoi ce sont les élus les plus populaires à ce jour, toujours, quand on les compare aux autres élus. On va débattre également de cette nouvelle, mauvaise nouvelle plutôt, une douloureuse, près de 60 € de taxes foncières pour près de 60 € de hausse de taxes foncières pour plus de 7 millions de logements suite à une décision du fisc. On y reviendra justement. Pourquoi les propriétaires sont de plus en plus taxés? Sont-ils les vaches à lait tout simplement du reste des contribuables? On va en parler. Et puis on va revenir aussi sur cette décision à EDF en interne. Ça a fait beaucoup parler dans les entreprises. EDF qui bannit l'alcool de tous ces événements internes, notamment les pots de départ par exemple. Est-ce que c'est infantilisant ou est-ce qu'au contraire il est temps aussi de prendre de bonnes mesures de santé publique? Voilà le programme de ces débats avec nos 4 débatteurs. Andrea Cotarac, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, porte-parole du Rassemblement National. Gilbert Azoulay, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de News Tank Education, journaliste. On peut le dire aussi. en français, éducation. C'est oui, une agence de presse spécialisée sur ce monde de l'enseignement supérieur, de la connaissance. Maintenant qu'on a Choose France, on peut dire tout en anglais. Oui, mais moi, I stay French. Et comment je traduis News Tank alors? Ah bah non, mais c'est une référence à think tank. Oui, bon, d'accord, vous m'avez coincé. Voilà, le char d'assaut des informations, on va dire ça comme ça. Vous êtes aussi journaliste pour l'Hémicycle, c'est important de le rappeler. Oui. Ça, c'est intraduisible, ça, c'est important. L'hémicycle, peut-être. C'est le cas de le dire. Nous sommes également avec Rémi Branco. Bonjour à vous, Rémi. Bonjour. Vous êtes vice-président du département du Lot, porte-parole du Parti Socialiste et auteur de ce livre. Tiens, ça c'est important de le citer aujourd'hui. Loin des villes, loin du cœur. C'est publié aux éditions de l'Aube. On s'éloigne trop des villes en France ? Disons qu'on a un focus qui est quand même bien centré sur les grandes villes, pas les petites villes, et on oublie encore plus les villages, mais on en parlera à l'occasion de ce congrès des maires. On est pressé d'en parler justement. Et puis Sophie de Menton est avec nous. Bonjour à vous, ma chère Bonjour. Sophie. Chef d'entreprise, présidente du mouvement patronal éthique. Vous êtes aussi auteur de Réussir, c'est possible. C'est publié chez Fayard. Bienvenue. Plus les jours passent, plus je me demande si ce livre est toujours valable. C'est vrai? Vous y croyez plus? Non. C'est plus possible de réussir. C'est un peu schématique, mais en ce moment, il n'y a pas un chef d'entreprise qui mise sur une réussite rapide, confiante, etc. C'est vrai. On est face à des vents contraires. On en reparlera dans quelques instants. Je l'ai dit, on va parler de vos maires, MAIRES, les premiers magistrats de vos villes. Pourquoi restent-ils populaires? Pourquoi aussi sont-ils plus nombreux à se représenter cette année de municipale? On va en débattre avec vous tous. Mais avant ça, je voulais revenir sur la douleur d'un père. Je pense que vous l'avez tous entendu ce matin, notamment dans les journaux du Grand Matin Sud Radio.
radio, les journaux de Charlène Villemer. Le père de Mehdi Kessassi qui a été assassiné, qui était le frère de ce militant écologiste marseillais. Son frère d'ailleurs a dû assister aux obsèques en gilet pare-balles. Voilà où on en est. Le père a crié son désarroi. Monsieur le Président, on a marre de ça. Il faut travailler ensemble. Il faut travailler. Arrêtez à l'Assemblée nationale parce que de pour rien. Gauche, droit, mélange. On a marre de ça. Il faut recevoir ce message. Il faut travailler ensemble. On a marre. Marseille est devenu zéro. C'est une honte. Mon fils de 20 ans, il est parti pour rien. Arrêtez de l'Assemblée nationale pour aller gauche. Faut parler de ça. Il faut parler de ça, s'il vous plaît. On ne pouvait pas ne pas vous faire entendre cette douleur. Hein. Il a perdu son fils. Son fils voulait devenir gardien de la paix. En plus, ça se passe à Marseille en ce moment. Et vous avez des citoyens comme ça qui font face à la guerre des gangs, qui perdent leurs enfants et qui demandent aux politiques d'arrêter de se battre entre la droite et la gauche pour prendre des mesures urgentes. Quelles mesures on pourrait prendre, justement, Rémi Branco ? Écoutez, d'abord, adresser toutes nos condoléances, évidemment, déjà à la famille, mais le faire encore ce matin, penser à eux. Une mort pour rien, une mort de plus, parce qu'il y en a malheureusement de plus en plus tous les jours. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Le phénomène, il est beaucoup plus grave, je crois, qu'on ne le croit. On a sans doute 15 à 20 ans de retard sur ce combat. Je tiens à le rappeler, je le fais parfois ici, qu'il touche tous les territoires. On parle beaucoup de Marseille. Ce serait dangereux de croire que ce phénomène et les effets des narcotrafics se vivent uniquement à Marseille, à Paris. Ils se vivent aussi dans des villages comme le mien. J'habite à Puy-l'Évêque, qui est un village de 1850 habitants. Il y a du deal à Puy-l'Évêque. Vous voulez trouver de la cocaïne à Puy-l'Évêque, en 10 minutes, vous en avez. Vous voulez trouver du cannabis, vous en avez aussi, évidemment, en quelques minutes. Vous avez des morts aujourd'hui dans ma vallée parce que overdose, parce que oui, mais vous proposez quoi ? Parce que 10 ans, parce que 10 ans d'addiction. Et face à ce phénomène, il faut quand même ouvrir grand les yeux. On a laissé passer à la fois des réseaux, on a laissé passer des quartiers entiers qui se sont fait gangréner pour acheter parfois, il faut le dire, la paix sociale. Face à ce phénomène, il y a d'abord de la prévention. Tout de suite, qu'est-ce qu'on fait ? Plus que jamais. Attendez, Sophie. Aujourd'hui, il faut intervenir très tôt dans les collèges. Et nous, c'est ce à quoi on réfléchit dans le Lot avec les associations. Parce que si on ne prévient pas les collégiens dès le plus jeune âge, avant c'est un peu tôt, mais que la cocaïne, le cannabis, ce sont des addictions dont on ne se sépare pas. Ça c'est pour les consommateurs, oui, mais on est dans un pays... Je suis d'accord, mais s'il n'y a pas de consommation, il n'y a pas d'offre. Oui. Donc tout démarre par la consommation. C'est ce que dit Pablo Escobar. Hein. Tout départ, non mais d'abord on démarre par là. Et ensuite, il y a effectivement ces trafics. Et qui dans ce pays... Et là, je crois, ça a été dit par le... Pardon. Je me permets de vous relancer, parce que qui dans ce pays n'a jamais entendu que la drogue c'était mal, y compris au collège. Enfin, on sait tous que la cocaïne c'est une saloperie qui peut vous rendre addict et ruiner votre vie. Je n'en suis pas si sûr. Si vous demandez aujourd'hui à des lycéens, si vous demandez à des jeunes qui en prennent, ils vont vous dire mais non, mais c'est pour faire la fête, il n'y a aucun danger. Il y a aujourd'hui, il faut le dire, chez beaucoup de jeunes, une ignorance de l'addiction concrète que ça peut mener. Et je peux vous dire que les jeunes qui meurent aujourd'hui dans ma vallée, si on leur avait dit dès le départ que cette addiction les conduirait à leur mort, jamais ils ne seraient tombés dedans. Et ensuite, il y a des actions sur le terrain. Les moyens de la police judiciaire doivent être absolument renforcés. Les opérations place nette, oui, vous déplacez le problème de quelques mètres, mais si vous ne donnez pas les moyens à la police judiciaire de remonter toutes les filières, et si en amont, vous n'intervenez pas. Regardez la corruption qui existe aujourd'hui au plus haut sommet de l'État en Espagne. Le responsable du blanchiment d'argent en Espagne a été pris chez lui avec je ne sais plus combien de millions d'euros en liquide chez lui. C'est à tous les niveaux, c'est pas simplement les consommateurs vous avez tellement raison, mais pardon, je ne peux plus entendre ça parce que... Donnez-nous votre solution alors. Vous avez... Non, excusez-moi, c'est pas mon métier. En revanche, ce même discours est tenu par tous les partis tout le temps. Premièrement, vous avez dit on est en train de réfléchir à alerter les enfants en classe. On est en train de réfléchir à alerter les enfants en classe. On est tombé sur la tête. Ça doit être fait. Un ordre immédiat du ministre de l'Éducation nationale d'alerter les mômes dès le plus jeune âge. Il faut former des gens. Il faut former des gens. Mais si. Il faut être sur le terrain un peu. Alors je continue. Si, il y a des trucs de base. Il faut revenir un peu sur le terrain. Écoutez, et les parents, il faut leur dire de dire à leurs enfants à quel point c'est dangereux. Il n'y a pas besoin de formation. Pas besoin de formation. On le fait tout de suite. Donc, ça, c'est la première des choses. Ensuite de ça, les consommateurs, moi je pense que c'est très important, parce que la responsabilité individuelle en France, on n'y fait jamais appel. C'est toujours les politiques, la police et les moyens. On n'en peut plus. Donc les consommateurs, je me demande si d'ailleurs il ne faudra pas peut-être je sais pas, les sanctionner s'ils consomment de la drogue. Alors ça c'est encore les consommateurs, mais c'est pas les consommateurs qui ont directement assassiné Mehdi Kessassi. Et là il faut effectivement les flics qui aillent, mais je ne sais pas comment on fait. Allez, Andrea Cotarac. Non, gauche, droite, mettez-vous d'accord, faites quelque chose. Qu'est-ce que vous répondez à ce père ? Moi d'abord je lui présente toutes mes condoléances.
Au RN, nous ne sommes ni de gauche ni de droite, et nous n'avons jamais été au pouvoir. Donc cette responsabilité-là, voir un narcotrafic qui a fait exploser sa puissance financière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'agit pas contre les réseaux de narcotrafiquants comme on pouvait agir dans les années 90. C'est pas moi qui le dis, c'est un rapport du Sénat qui a été fait par un sénateur du Rhône. Je vous invite à le lire, parce qu'à la fois vous avez une analyse de ce qui se passe et à la fois vous avez des recommandations qui sont proposées par le Sénat. La France va tout droit vers ce que deviennent les Pays-Bas, c'est-à-dire des États narcotrafiques, dans lesquels le ministre de la Justice est en Conseil des ministres en visio, parce qu'il est menacé d'assassinat. Vous avez en Espagne, je crois que vous en parliez, où là aussi, la puissance financière est forte. Et y compris dans la technologie, pour intercepter, pour des drones, des écoutes téléphoniques. Aujourd'hui, la puissance du narcotrafic a atteint un tel niveau que parfois ils sont plus forts que les services de l'État. Aujourd'hui, dans ce rapport, on nous explique que les réseaux ont aujourd'hui suffisamment d'argent pour corrompre des magistrats. C'est plus le petit gardien de la paix qui circule en bas, des magistrats, alors des commissaires. Eh bien, je reprends moi ce rapport et le programme du Rassemblement national. Point 1. On remarque quoi dans ce rapport? On remarque qu'il y a une délinquance de mineurs. Ce sont les mineurs qui sont utilisés souvent. On abaisse la majorité pénale. Point 1. On sanctionne les parents. Point 2. On sanctionne dès le premier délit, comme au Danemark. Au Danemark, vous avez 14 ans, vous faites un premier délit, vous avez une sanction tout de suite. Pas une énorme sanction, mais la sanction tombe tout de suite. La récidive baisse. Vous avez quoi d'autre? Vous avez des clandestins. C'est pas moi qui le dis là encore, c'est le rapport qui participe directement dans ces réseaux-là. Expulsion immédiate des délinquants étrangers. À condition que le pays accepte les reprendre. À condition qu'on puisse, c'est ça le problème. C'est-à-dire que tout à l'heure, Sophie, vous nous disiez mais vous n'avez pas de solution. Aujourd'hui, quand nous on pose les choses, on dit c'est pas possible. Tout ce qu'on propose à l'Assemblée nationale, c'est pas possible. Avec ce discours-là, quand la France veut de la rupture, si on dit c'est pas possible, on ne fait rien. Gilbert, choisissez le RN et nous vous verrez que ce sera possible. Gilbert, c'est vrai qu'on peut virer les clandestins, on peut faire tout ça. C'est pourquoi pas moi qui le dis encore. C'est les recommandations. Mais moi, pardonnez-moi, je vais faire référence à Al Capone. Quand on a arrêté Al Capone, on l'a arrêté avec les impôts. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher ce pognon parce que c'est ce pognon de dingue qui permet à la machine de tourner. Tout à fait. Et puis il y a un deuxième truc. Au lieu de taxer les entreprises. Et puis il y a un autre truc qui me frappe, moi, quand tous les matins je vois des bonbonnes de protoxyde d'azote depuis des années sur les trottoirs et on est en train de discuter est-ce qu'il faut l'interdire. Je me dis mais c'est dingue, il faut l'interdire tout de suite et il n'y a même pas à discuter et il n'y a pas besoin de passer par le débat parlementaire ou je ne sais quoi. Enfin, on prend, c'est trop lent. Et là où André avait raison, la technologie en plus elle permet d'aller très très vite, les cryptos et tout ça, l'argent circule tellement vite. Il faut être Et là, c'est compliqué parce que le temps de la loi est compliqué. Il faut être plus rapide, il faut être plus agile. Et là, ça exige un peu de réforme de l'État et plus d'exigences sans doute. En tout cas, le frère de Mehdi Kessassi, Amine Kessassi, militant écologiste en but contre le trafic de drogue, s'exprime aujourd'hui dans le journal Le Monde. Non, je ne me tairai pas. Je continuerai, je répéterai que mon frère Mehdi est mort pour rien. Je dirais la violence du narcotrafic. Je rappelle qu'il a enterré son frère avec un gilet pare-balles sous protection du RAID. On vit quand même dans cette situation-là aujourd'hui. Allez, restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Mettez-vous d'accord. Pourquoi ? Tiens, dans ce marasme, le maire reste votre élu préféré, en tout cas le plus populaire, Bruno, malgré ce que vous lui faites subir. Non, je ne parle pas de Bruno Le Maire, je parle de tous les maires. On va en débattre dans un instant avec vous tous aussi au 0826 300 300. On est ravis de vous retrouver au standard de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Mettez-vous d'accord sur Sud Radio. Nous sommes avec nos 4 débatteurs, Andrea Cotarac, Gilbert Azoulay, Rémi Branco, Sophie de Menton et vous tous au 0826 300 300. En ce moment, c'est le congrès des maires, le salon des maires dont Sud Radio est partenaire officiel pour la première année. Je le rappelle d'ailleurs, c'est une journée spéciale puisque tout à l'heure à 18h, Sud Radio retourne au salon des maires sur le stand de la Confédération des buralistes avec Cécile de Ménibus, Philippe David et tous leurs invités. Pourquoi ? Et bravo à Dabi qui a sorti un bouquin sur les maires. Dabi, Frédéric Dabi. Alors on va le représenter quand même. On ne sait jamais, Sophie de Menton. Frédéric Dabi, qui est le patron de l'IFOP, qui a écrit un livre passionnant sur l'écharpe tricolore des maires. Bon, vous vouliez lui dire bravo, c'est ça ? Oui, bravo. Et puis ça tombe évidemment très bien, sans doute. Mais je pense qu'il a vraiment interrogé les maires et vu la question en profondeur.
Fondamental. Bah écoutez, c'est très bien, on peut recommander d'ailleurs à tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio de lire le livre de notre ami Frédéric Dabi de l'IFOP. Quoi qu'il en soit, on vous pose cette question. Pourquoi les maires sont les élus les plus populaires? Tiens, je vais vous donner 2 chiffres. 11% des Français font confiance au président de la République, Emmanuel Macron, en ce moment. 11%. C'est énorme. En revanche, 69% des Français, plus des 2/3, font confiance à leur maire, quelle que soit d'ailleurs son étiquette politique. 80% aux chefs d'entreprise. Ouais, si vous voulez, mais vous vous présenterez une autre fois, Sophie. Pourquoi les maires sont aussi populaires? Question qu'on pose à Christophe. Bonjour à vous, Christophe, au 0826 300 300. Bonjour. Bonjour. Où est-ce que vous êtes? Nord Montpellier. Au nord de Montpellier. Bon, ben, très bien. Vous faites confiance à votre maire ou pas? On fait confiance au maire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est à, j'aime bien cette réplique, qui est à portée de claque, donc... C'est moche. C'est une belle façon de faire confiance, dites-moi. Non, mais dans le sens où voilà, il y a une proximité. Oui. Après, j'étais à l'Assemblée Générale des maires de mon département il y a 10 jours. Voilà, ils se congratulent tous, mais en fait, dans les villes, ça avance pas quand même dans les villages. Donc vous êtes mitigé, vous, il y a 1500 habitants, je crois, dans votre commune, qui s'appelle Assas, c'est ça? C'est ça, oui. Voilà, bon, 1500 habitants, vous le tutoyez, votre maire, ou pas? C'est des choses qui se font dans les petites villes? Oui, bien sûr. Bon, et quels sont vos rapports avec votre maire? Non, mais ils sont cordiaux et il y a pas de souci. Ouais. Mais moi, étant agriculteur, par exemple, j'aimerais qu'il y ait de la nourriture locale dans les cantines, ce qui n'est pas le cas. Et vous lui avez demandé, il vous a répondu quoi? On nous répond qu'ils n'ont pas les budgets, mais en fait, c'est une histoire de priorité. Parce qu'ils mettent les budgets ailleurs. Enfin, franchement. Sophie de Menton n'est pas contente. Bon, attendez, Christophe, je restez en ligne, parce que oui. Sophie de Menton n'est pas d'accord avec vous, donc vous allez débattre, Sophie. Franchement, quoi? Franchement, on ne peut pas demander au maire d'aller voir personnellement, contrôler la cantine pour voir si de l'alimentation bio. Je veux dire, il y a des limites de tout. Je veux dire, d'abord, les parents ont qu'à aller demander à la cantine et à l'école de faire ce qu'il faut. Enfin, on ne peut pas tout demander à tout le monde. C'est pas l'école, la cantine qui décide qui est-ce qu'on va manger à midi. C'est des budgets qui sont décidés. Enfin, c'est pas le maire qui paie les repas de la cantine. Ça illustre, mais si. Bien entendu que c'est la mairie qui s'occupe des cantines des écoles primaires. C'est le conseil général qui s'occupe de la cantine du collège. C'est la région qui s'occupe de la cantine du lycée. Exactement. Mais le problème, c'est que vous demandez des plats bio ou des plats locaux. Le voisin d'en face demandera son lampadaire dans la rue qui n'est pas assez éclairé. Et puis l'autre, il va lui dire mon rond-point quand est-ce qu'il arrive. Et puis l'autre, et le stade de foot, la pelouse, elle est dégueulasse. Donc il y aura à chaque pas qu'il fera, je crois qu'il mettra plus de temps à traverser l'axe central du village que traverser. Ouais, mais enfin, il n'a pas entièrement tort non plus, Christophe. On passe son temps à expliquer, on passe notre temps aujourd'hui à expliquer qu'il faut manger les produits locaux. Donc pourquoi ne pas manger nous aussi ce qui est produit juste à côté, Christophe? C'est bien ça, en fait. On se plaint d'un manque de biodiversité, on se plaint d'incendies dans notre région. Forcément, si l'agriculture disparaît, tout ça, ça va augmenter. Andrea Cotarac. Non, mais moi, je suis d'accord avec ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire que prioriser les produits locaux dans les cantines de nos enfants, c'est pas un sujet minoritaire. Je pense que peut-être 8 ou 9 Français sur 10 y sont favorables. Parce que non seulement ils savent que nos agriculteurs sont noyés sous la concurrence déloyale, non seulement ils savent que la santé c'est primordial aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les jeunes générations et les moins jeunes, on regarde de plus en plus, que ce soit à Versailles ou à Vaux-en-Velin, dans toutes les classes sociales, ce qu'on mange et ce qu'on donne à nos enfants. Donc c'est primordial. Mais comment voulez-vous que le maire puisse faire de la priorité dans la commande publique dans les cantines quand Emmanuel Macron est en train de valider le Mercosur, est en train de valider... Non, c'est pas... Une personne à la fois. C'est pas... Attendez. L'Union européenne a un record de traités de libre-échange, 42 en vigueur, avec le Canada, avec le Vietnam, avec le Brésil. Et vous ne pouvez pas dire à nos agriculteurs, faites de la bonne nourriture, faites du bon blé pour nos pains, faites de la bonne viande. Ils le font. Oui, mais ils sont concurrencés par qui? Ils sont concurrencés par des gens qui font de l'argent. Mais oui, mais je redonne, ça ne pas du ciel. Vous allez vous permettre une personne à la fois et je redonne la parole à Christophe. Bien sûr. Si je peux me permettre, ça permet justement d'être un contre-pouvoir, en fait. C'est-à-dire Monsieur le Président de la République décide des choses avec ses alliés européens.
les maires en local peuvent être un contre-pouvoir en consommant local. Et ça explique en tout cas, par exemple, sur cet exemple particulier qui est la consommation locale, pourquoi pour vous, Christophe, les maires sont davantage populaires. Tiens, un mot de Rémi Branco quand même. Ce sujet est intéressant, oui, parce que bon, le Mercosur et tout, c'est des vrais sujets, mais qu'est-ce que vous avez dans la cantine des collèges du Lot? Il y a du concret. On arrive dans les cantines du Lot, dans les collèges, on est à un peu plus d'un tiers de produits locaux et de qualité. Bien parce que vous êtes le département où on mange le mieux en France. C'est possible. Mais vous voyez, entre la théorie et la pratique, il faut regarder concrètement comment ça se passe. Quand vous dites dans ma commune, par exemple, je veux de la viande locale, vous faites comment? Vous allez voir l'éleveur, si vous en reste un, parce que je peux vous dire que l'agriculture dans le Lot comme dans d'autres pays par rapport à il y a 20 ans, c'est pas la même. Vous allez voir votre éleveur bovin et vous dites voilà, je veux de la viande locale. Comment on fait, monsieur Cotarac? Non, mais vous avez raison, mais il y a deux. Attendez, je vais vous répondre. Attendez, vous posez une question. C'est une organisation. J'ai dit un sujet, vous me dites, vous voyez, vous savez pas. Mais je vous répondrai après. C'est pas Mercosur ou pas Mercosur. Même si c'est un sujet. Là, la question, ça va être l'organisation à l'échelle d'un territoire. En termes pour rejoindre la production et la consommation. Ça n'a pas de lien entre les deux. Non, non, là pour le coup ça n'a pas de lien. Je suis à fond contre l'accord, mais ça n'a pas de lien. Après, il faut une organisation, c'est-à-dire qu'il vous faut de la logistique, il vous faut de la transformation, il vous faut des abattoirs, il vous faut toute une organisation qui dépasse et de très loin l'échelle du maire. Je comprends que l'habitant se tourne vers le maire, mais vous voyez bien que c'est à l'échelle au moins d'un département que vous pouvez organiser toute cette filière qui fait que chacun fait son petit échelle. Je connais 2 ou 3 conseillers régionaux qui vous diront que c'est à l'échelle de la région que ça se ferait encore mieux dans ce cas-là. Non, si la région veut le faire, très bien. Alors là, qu'elle veuille s'en occuper parce que nous, on a assez à faire. C'est pas leur prérogative. Mais à l'échelle d'un département, en tout cas, on peut le faire. À l'échelle d'une communauté de communes, on peut s'organiser. Mais là où je trouve c'est un peu injuste et un peu dur, c'est le pauvre maire de son village de 1500 habitants. Comment vous voulez que de lui-même, tout seul dans son coin, il organise le fait qu'on ait de la logistique, de l'approvisionnement, de l'abattage local sur son territoire. J'ajoute un élément. Ça se paie, ça. Parce que votre producteur local, quand vous allez lui dire écoutez, je vous prends vos produits, il va vous dire oui, à quel prix? Et derrière, ça se retrouve dans le prix qui est proposé aux familles, qui ont de moins en moins d'argent pour le payer. Donc ça se finance quand même au bout du bout. C'est pour ça qu'il faut faire des économies d'échelle. Le département, c'est très bien, la région, pourquoi pas. Et le Mercosur, c'est vrai que c'est une forme de réponse. Parce que c'est un débouché qu'on donne sur durable à nos éleveurs. Je suis persuadé qu'il y a 2 ou 3 et là, je rejoins ce qui vient d'être dit. Il y a 2 ou 3 cantines, d'ailleurs, dans les pays en dehors de l'Union européenne où on mange des produits français grâce à 2 ou 3 accords de libre-échange aussi. Donc après, c'est toujours très compliqué. Quoi qu'il en soit. Oui, mais très rapidement, c'est que moi, parce que je suis du RN, vous me rentrez dedans en frontal. Mais le fait que vous ayez un tiers de produits locaux dans vos cantines, moi je vous salue. Voilà, vous n'êtes pas mon ennemi. Moi, mon ennemi, c'est cette philosophie. Et je comprends que le PS soit un peu gêné avec le traité de libre-échange, puisque vous l'avez tous validé au Parlement européen. Mais attendez. 100 000 exploitations en moins dans le pays. 100 000 exploitations en moins dans le pays. Et on dit ça n'a aucun rapport. Protéger nos agriculteurs face à la concurrence. Il faut dire à votre ami Jordan Bardella de ne pas voter. Quand vous supprimez ça, on arrête la politique politicienne. Transformation sur nos territoires. Évidemment que ça compte et qu'on n'en a pas assez dans le pays. Donc je suis là aussi d'accord avec vous. Le problème, c'est qu'il faut protéger nos agriculteurs. Les avantager dans la commande publique et on pourra les rémunérer. C'est le triptyque du Rassemblement national. On remercie. On remercie. Protéger des traités de libre-échange, protéger face à la concurrence déloyale. On remercie Christophe qui est en ligne avec nous d'Assas, au nord de Montpellier, dans l'Hérault. On vous dit à bientôt, Christophe. On parlera de votre sujet. Tiens, pourquoi pas dans la France, dans tous ces états chez Perico Légas. C'est un sujet qui lui tient beaucoup à cœur, d'ailleurs. Ce qu'on met dans l'assiette de nos élèves dans les cantines. Allez, restez avec nous. On va se retrouver dans quelques instants. On va parler aussi de la taxe foncière. Les propriétaires qui vont avoir pour 7 millions d'entre eux une mauvaise surprise. On vous explique pourquoi. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Mettez-vous d'accord avec nos 4 débatteurs. Andrea Cotarac, porte-parole du Rassemblement National, Gilbert Azoulay, directeur général de Newstank Éducation, Rémi Branco, vice-président du département du Lot et porte-parole du PS, et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente et porte-parole du coup du mouvement éthique en toute logique. On vous donne la parole au 0826 300 300. Vous êtes propriétaire, vous avez l'eau courante, une douche, une baignoire, des WC, un système de chauffage ou même la clim, tiens, ça peut servir en été. Eh bien attention, vous allez avoir probablement une hausse automatique de 63 € en moyenne de votre taxe foncière. C'est la surprise, la douloureuse qu'on découvre ce matin qui va concerner 7,4 millions de logements en 2026 sur 23% des Français qui paient la taxe foncière. Hausse automatique, c'est le fisc qui a remis à jour en quelque sorte les critères de confort, les éléments de confort
dans ces logements. Ça fait beaucoup râler, si je puis dire, notamment les organisations de propriétaires qui ont l'impression de payer pour les autres depuis un bon petit moment. Que répond Andrea Cotarac à ses propriétaires ? D'abord, Andrea, il remercie le RN. Parce que je rappelle que c'est le RN qui a dégoté cette hausse de la taxe, cette hausse surprise de la taxe foncière de 63 € en moyenne pour 7,4 millions de foyers, c'est-à-dire 25% des maisons, 15% des appartements, jusqu'à 40 voire 60% dans certains départements. Oui, dans la Haute-Corse, c'est le département le plus touché. Tout à fait. Et donc moi ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, stop. Les Français n'en peuvent plus. On est le pays le plus prélevé en matière de prélèvement obligatoire de toute l'OCDE. Nous, notre philosophie, c'est la suivante. Baisser les dépenses de l'État. Et on a présenté un contre-budget pour pouvoir baisser les impôts. Si on souhaite s'attaquer aux multinationales étrangères qui ne payent pas d'impôts dans notre pays. Exemple, McDonald's. McDonald's réalise des centaines de milliers de bénéfices et paye 0 impôt chez nous. Donc c'est pas de l'optimisation fiscale. C'est de la fraude. 0 impôt. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de l'économie qui dit qu'il y a 20 milliards. Comme ça, comme la part des anges, vous savez, dans la viticulture, 20 milliards qui doivent rentrer dans les caisses de l'État et les multinationales étrangères font une optimisation telle, ça s'approche de la fraude, qu'ils ne payent pas d'impôts. Si on veut baisser, Madame Sophie de Menton, et vous avez raison, 18 milliards d'impôts de production sur les entreprises. Ce que nous on propose. Mais il faut pouvoir aller prendre ce que les multinationales étrangères ne payent pas. Deuxièmement, on peut baisser les subventions à l'Union européenne de 8 milliards dans notre budget. On gagne 8 milliards. Parce que cette Union européenne est en train d'imposer à la France le Mercosur, par exemple. Bon. On peut baisser les dépenses inutiles, diverses et variées, notamment dans le service public audiovisuel. C'est facile à dire, non ? C'est facile à présenter. Mais nous, on est dans l'opposition. Dépenses inutiles dans le service public audiovisuel, quoi. Oui, 240 millions. Voilà. 11 milliards sur l'immigration. Vous fermez France 3. 11 milliards sur l'immigration. Non, c'est un peu je vous rappelle, vous le savez très bien. Vous vendez France 3 dans ce cas-là. Mais le marché public pourra pas digérer ça. J'y crois pas du tout à cette privatisation. Non, mais attendez, c'est deux choses différentes. Privatisation, vous devez être au pouvoir. Sur le contre-budget, on parle de la situation actuelle. Vous savez très bien que les Français subventionnent énormément les médias, et notamment le service public audiovisuel, qui en a bien plus que les autres, et qui manifestement ne fait pas son travail. Sophie de Menton vous regarde depuis tout à l'heure, elle prend son élan, et elle va vous parler des propriétaires. Non. D'abord, c'est trop compliqué. Parce que très honnêtement, ceux qui nous écoutent ont dit Yaka, ok. Je ne sais pas comment effectivement par rapport au service public de l'audiovisuel on fait quelque chose quand on voit le déséquilibre qu'il peut y avoir entre le privé, entre ce qui se dit même au niveau du contrôle de la parole, on plane. Revenons aux propriétaires, parce que c'est important. Ça vous concerne, les propriétaires, effectivement, je suis scotché et je trouve que pour certains petits propriétaires retraités, qui ont leur logement depuis toujours, c'est beaucoup 60 € de dépenses en plus. Non mais la problématique, elle est générale. Elle est terrible parce qu'on cherche de l'argent, et ça vous l'avez dit, il faut baisser les dépenses publiques. Or, baisser les dépenses publiques, c'est ce qu'on appelle le BBZ. Il faut que chaque ministre soit là, fasse des études avec des spécialistes sur tout ce qu'on peut baisser dans son administration. La note de cadrage en amont. Et donc il faut vraiment regarder au centime près, et le diable est dans les détails. Il faut baisser les dépenses partout. Personne n'a présenté un plan de dépenses. À l'Assemblée, on les a vus s'entretuer pour ajouter des taxes. Vous venez d'en citer une. Et donc c'est non-stop. Je n'ai rien vu de concret qui pourrait démarrer immédiatement pour baisser les dépenses de l'État. Xavier a quelque chose de concret à vous raconter, parce que Xavier est bordelais, et à Bordeaux, la taxe foncière a augmenté depuis un moment, à tel point d'ailleurs que vous avez lancé, je crois, Xavier, une pétition. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Marie. Au 0826 300 300. Vous avez lancé, vous, une pétition. Vous n'avez pas attendu la douloureuse de ce matin. Ah oui, on a lancé une pétition parce que nous, figurez-vous, on est à Floirac, une des villes les plus taxées de France, donc on est dans la métropole de Bordeaux. On a un taux communal qui s'approche des 62%. Et pour vous donner une idée, pour que ce soit concret, une maison d'à peu près 100 mètres carrés, on paye 3 kilos foncière. Alors attendez, le chiffre est mal passé. Le chiffre, elle avait l'air tellement indécent que c'est pas passé. Vous payez combien pour une maison de 100 mètres carrés ? 3 000 €. Ah oui, quand même. C'est beaucoup, hein. Vous avez entendu 2 ou 3 interjections dans le studio. Ce qui vous dit quand même qu'il y a beaucoup de solidarité.
Ouais, mais nous on a lancé une pétition pour justement créer un peu la réaction des habitants qui sont outrés par cette surtaxe foncière. Et figurez-vous que notre pétition elle a rencontré un franc succès. On a déjà plus de 700 personnes qui l'ont signée dans une ville moyenne, donc c'est déjà beaucoup. On a lancé du coup une campagne sur les élections municipales. On va créer une liste pour les élections municipales où on propose de baisser la taxe foncière de 10%. Bah voilà. C'est déjà pas mal. Vous avez gagné 2 ou 3 voix. Alors tout le monde veut réagir. Restez en ligne, Xavier. Tiens, Gilbert Azoulay. Voilà, moi je voulais réagir. Moi je le dis souvent ici, je suis frappé, vu les montants en jeu. Quand on va chercher, alors j'ai calculé 7,3 millions multiplié par 63 € en moyenne, ça fait 440 millions. Ça. Mais c'est-à-dire qu'on est tellement loin du compte. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Non, je suis désolé. Il y a pas par ça, mais il faut commencer par quelque chose. Je vais pas parler il y a des moyens. Une tranche supplémentaire sur les revenus les plus hauts, pourquoi pas? Parce qu'après tout, ça n'existe pas. Et puis ça peut être un effort. Il y a des choses, des économies significatives. Les GAFAN, on n'a pas réussi à les taxer. Ils vont payer impôts en Irlande. C'est quand même surréaliste. Ils siphonnent le marché pub en France. Et ils vont déclarer en Europe. Il y a des gisements parce que là les économies elles sont en milliards, elles sont pas en dizaines de millions. Moi je suis un peu frappé de voir qu'on perd un temps fou sur ces sujets où on découvre ces sujets-là qui sont, je dirais pas anecdotiques parce que c'est de l'argent, mais je rappelle qu'Amélie de Montchalin se réjouissait parce qu'elle passait de 5,8 à 5,4 on croit. Elle a 2 ou 3 mauvaises nouvelles à affronter. Donc ça veut dire qu'il faut y aller à la hache. Enfin, je vois si pas vous avez écouté la colère ce matin d'Éric Revel dans le Grand Matin Sud Radio, il vous expliquait qu'en plus il y avait eu un défaut d'anticipation sur les recettes et en gros l'État va toucher moins de TVA l'an prochain, ce qui veut dire qu'il va manquer 10 milliards. Donc même en plus la hausse de votre taxe foncière, Xavier, beaucoup. Ça va pas ans passer. qu'ils se plantent. Oui, quand même. Les to be free de Bercy, de la finance, continuent leur œuvre. Donc là, on nous invente, si j'ai bien compris, une taxe baignoire. On vous suspecte d'avoir une baignoire. Alors, ça existait déjà. C'est juste qu'avant, il fallait déclarer quand vous aviez le truc. Maintenant, ce sera déclaré automatiquement. Il faudra dire si vous n'avez pas de baignoire. Bon. Absolument. Vous pourrez contester. Et il faut quand même revenir sur ce qui s'est passé ces dernières années. Nous avions une taxe d'habitation et une taxe foncière. Ce qui fait que vous aviez une fiscalité qui reposait à la fois sur les locataires et à la fois sur les propriétaires. Et vous aviez un équilibre. Et quand vous étiez maire, quelque part, c'était en plus assez vertueux de quelque part faire participer tout le monde. Et que chaque habitant, qu'il soit locataire ou propriétaire, s'intéresse à la vie de sa commune et sache que, il donne et en même temps il attend un service en face. La suppression de la taxe d'habitation, c'est une énorme connerie. Donc le socialiste que vous êtes, Rémi Branco, est en train de dire qu'il faut faire payer davantage les locataires pour pas trop faire payer les propriétaires. Je pense qu'il faut un équilibre entre locataires et propriétaires, sachant que la taxe d'habitation que nous votions avant, elle épargnait les revenus les plus modestes. Donc oui, refaire des taxes plus progressives, mais qui pèsent aussi bien sur des locataires que sur des propriétaires. En fonction des moyens, bien sûr, il faut qu'elles soient justes. Il faut aussi qu'il y ait une répartition de l'équilibre sur le territoire. Il ne faut pas qu'elle bénéficie qu'aux communes les plus riches. Ça s'appelle une logique de répartition des aides à l'échelle d'un département ou plus largement. Mais il ne faut pas se voiler la face. C'est parce qu'on a supprimé cette taxe d'habitation qu'on a cru faire un cadeau que maintenant on le paie et on le paie au prix fort. Xavier, oui, au nord de Bordeaux. On a quand même, non mais le monsieur qui vient de s'exprimer oublie quand même de dire une réalité, c'est que en fait les locataires payent indirectement la taxe foncière dans le montant des loyers, parce que les propriétaires, figurez-vous, répercutent le montant des taxes foncières dans les loyers. Donc en réalité, mais après je suis d'accord pour dire que l'effort fiscal aujourd'hui, la charge fiscale repose, on a l'impression qu'elle repose entièrement sur les propriétaires. En fait, c'est une erreur d'analyse. Les locataires la payent indirectement de la même manière que les propriétaires. Et nous, on a des socialistes qui dirigent la ville et qui ont la fâcheuse tendance à croire que les gens ont les moyens. C'est la même faille politique. Moi, j'ai un maire adjoint, ici là qui est adjoint aux finances, qui m'a quand même dit droit dans les yeux, mais les gens ont les moyens, Xavier. Alors qu'on est une des villes historiquement, une ville pauvre, une ville populaire, où les gens ont pu s'acheter un petit appartement, un petit bout de terrain pour construire une maison, parce qu'on fait partie des endroits les moins élevés en termes de prix du foncier dans la métropole de Bordeaux. Et donc eux, ils ont décidé de surtaxer les gens pour, comme ils disent, assurer un haut niveau de service. Moi, j'ai étudié les comptes, c'est du délire. On a des gabegies à tous les étages. C'est-à-dire que nous, ils se prennent pour, en fait, ils crament le pognon. Ils crament le pognon des autres. Qu'est-ce que vous dites à votre comme ça. Et nous, on a décidé de se révolter. Et vous savez, la Révolution française,
La Révolution française, c'est basé à la base, c'est parti à la base d'un problème d'impôt. Et ben nous, on va faire la révolution citoyenne dans notre ville. Et en tout cas, c'est noté. Qu'est-ce que vous dites, Rémi Branco, votre camarade socialiste de Florac? Je connais pas la situation de Florac, mais moi j'ai un profond respect pour les équipes municipales. C'est-à-dire que moi je suis pas maire de Florac, je suis pas électeur à Florac, je sais pas ce qui se passe à Florac, et c'est au maire de justifier l'augmentation de la taxe foncière. Il a sans doute des investissements, des dépenses qu'il a eues qui l'ont conduit à faire ça. Et moi, pour une fois, je suis très content de ce que dit monsieur. Il a beau critiquer un socialiste, je suis très content de ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il critique et il dit nous, on va faire autrement, on se présente aux élections et on verra si on est capable de faire mieux. Très bien. Je remercie ce monsieur parce que, vous savez, beaucoup de maires se plaignent d'une chose, c'est que les citoyens, et c'est normal, râlent, il y a qu'à Faucon, mais après, quand il faut faire, il y a moins de monde. Moi, je salue ce monsieur qui prend son courage et sa responsabilité, qui se présente au municipal. Très bien, mais je voudrais surtout relever et saluer quelque chose qu'il a dit. Qui est très important, il vous écoute. qui est très important, c'est qu'il a dit les propriétaires répercutent l'augmentation sur les locataires. Or, sachez que partout en économie, on répercute sur les autres. Quand vous augmentez, vous taxez une grande entreprise, c'est les fournisseurs qui trinquent. Parce qu'ils vont économiser, les grandes entreprises, quand ils vont... Partout, on répercute. Tout le monde répercute sur tout le monde. Absolument. Donc c'est vraiment important. Qui paye. Et est-ce que je peux quand même, parce que ce qui est très joli, on parle d'une taxe, mais moi, figurez-vous, ce que je viens de recevoir, je trouve ça magnifique. Allez-y, racontez-nous. Oui. Je reçois une taxe sur les logements vacants pour 2025, une taxe qui me concerne, sur un appartement à la montagne, et elle est de 1 801 €. Je reçois ça. Figurez-vous que mon immeuble a brûlé il y a 2 ans, complètement, y compris mon appartement, et que l'immeuble sera reconstruit probablement dans 1 an et demi. Et recevoir une taxe... Vous êtes taxé sur un champ de ruines. Oui, sur un champ de ruines de 1 801 €. Alors, évidemment que quand je vais appeler, je vais prouver, j'ai les photos, d'ailleurs c'est très drôle, ça a explosé sur Twitter, mais quand on voit l'immeuble complètement cramé et la taxe sur les logements vides, qui est déjà en elle-même quelque chose d'absolument inimaginable, on se dit que ce qui est grave, c'est que avec tous les fonctionnaires qu'on peut avoir à Bercy, le contrôle qu'on est supposé faire, j'ai déjà fait des démarches pour ne pas payer la taxe d'habitation, etc. Sur ça. Et donc, c'est absolument une machine de guerre pour récolter l'impôt. Oui, enfin, sauf que si vous répondez, parce qu'on va aussi les défendre un petit peu, ils vont s'en rendre compte, et donc voilà, c'est envoyé automatiquement. Ça prend du temps. Non. Bercy, c'est l'administration la mieux organisée, la plus performante. Oui, mais pour récupérer les impôts, je suis d'accord. Mais donc, ils vont mettre le temps qu'il faut pour... Moi, j'ai toujours eu des très bons rapports avec eux quand j'ai eu besoin d'eux, et je dois dire qu'ils sont assez efficaces. Je voudrais remercier... C'est un peu louche, là, votre... Posez questions. Moi, j'ai des questions par mail. Avouez que c'est drôle, quand même. Non, mais ça, c'est du temps, c'est vraiment... Oui, c'est drôle. Mais c'est du temps, c'est compliqué, c'est mal foutu. Et par contre, ils se gourrent jamais pour récupérer un impôt. Oui, mais je pense que si les fonctionnaires vous écoutent en ce moment, ils sont d'accord avec vous, et évidemment, à un moment, ils vont régler votre problème. Mais d'ailleurs, je trouve ça drôle. Voilà, et c'est pour ça que c'est drôle aussi. Allez, on remercie Xavier depuis Florac, au nord de Bordeaux, enfin pas très loin de Bordeaux, pardon, de nous avoir appelé au 0826 300 300. On va essayer de se détendre un petit peu en parlant d'un sujet qui est quand même très révélateur. C'est un sujet de société. Tiens, EDF qui bannit l'alcool de ses événements internes, séminaires, pot de départ, pot entre collègues. Tiens, est-ce qu'il faut bannir l'alcool du lieu de travail? Est-ce que c'est infantilisant ou est-ce que au contraire c'est une mesure de santé publique? Vraie question, on la pose à tous ceux qui nous écoutent au 0826 300 300. Prenez la parole, on en débat dans un instant. Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio. Je viens de passer une semaine de vacances à Vierzon. Mon Dieu que c'est calme. Le mercredi, je dis à ma copine quel jour on est. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Il est 10h49, on débat de l'actualité avec nos 4 débatteurs, Andrea Cotarac, Gilbert Azoulay, Rémi Branco, Sophie de Menton et vous tous qui prenez la parole au 0826 300 300. Surtout que tous ces sujets vous concernent. Tiens, vous êtes au travail aujourd'hui, peut-être que vous avez l'habitude à la cantine de boire un verre de vin. Pourquoi? En toute modération, parce qu'on vous en propose et vous en prenez. Ou alors au pot de départ, de temps en temps, quelque chose de mousseux, toujours en toute modération. Mais pour célébrer le départ d'un collègue. Si vous êtes à EDF, ce sera plus possible dans aucun site du groupe à partir du 1er janvier prochain. Interdiction de l'alcool sur tous les sites du groupe. Ça va même plus loin. Si vous avez une note de frais sur un repas, le verre de vin ne sera plus remboursé. Ce sera exclu des notes de frais. C'est terminé tout ça. Et dans certains sites du groupe, c'était déjà d'ailleurs terminé depuis un moment. EDF invoque un problème de santé publique. Alors, est-ce que ça va trop loin? C'est infantilisant? Ou est-ce qu'au contraire, c'est
c'est une bonne mesure parce que, effectivement, moi-même je le dis, il faut consommer avec modération. Malgré tout, on sait qu'il y en a qui n'y arrivent pas et par conséquent, ça pose des problèmes de santé. Gilbert Azoulay. Moi, j'avoue que je suis assez pour ce genre de décision radicale et je fais le parallèle avec ce qui s'est passé dans les grandes écoles que vous connaissez tous. Oui. Et toutes, et l'alcool coulait à flot. Il a dû dire stop. Vous croyez que ça s'est arrêté? Mais pas du tout. Dans les grandes non, à l'intérieur, c'est interdit et je peux vous dire que c'est drastique. Vous savez ce qu'il faut pour ma petite fille à Lyon? Attendez, vous nous raconterez ça. Sophie, vous avez plein d'anecdotes, c'est trop, Sophie. Vous pouvez faire l'émission toute seule la prochaine fois. Non, mais c'est pour je pense qu'il faut être un peu radical, comme le protoxyde d'azote. Il faut l'interdire à un moment parce que c'est trop. Et c'est vrai que il en va c'est une politique de santé publique, me semble-t-il. Et je trouve comme aux États-Unis dans les années 20. C'est ce que vous proposez. Ou la cigarette. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, avant que ce soit interdit, donc on interdit. Mais on n'interdit pas de consommer de l'alcool parce qu'aux États-Unis, je vous rappelle, la prohibition c'était no alcool partout. Là, on peut quand même boire chez soi ou au restaurant. Là, l'idée, c'est qu'ils ont un dogme de dire on boit pas d'alcool pendant le travail. J'avoue qu'il y aura peut-être un mouvement de balancier. Je pense qu'il faut donner des signes forts sur ce genre de sujet. Alors, vous allez avoir les producteurs de vin qui vont dire oui, c'est défavorable à notre production. Ce qui est vrai. Mais le problème, c'est la santé publique. Et quand on voit les dégâts causés par l'alcool aujourd'hui, je pense que les dépenses engendrées par ce genre de sujet. Donc vous dites aux producteurs de vin la même chose que ce que vous diriez à un producteur de cigarettes? Non mais là il s'agit chez EDF. Enfin attendez, il faut remettre quand même. On n'interdit pas le vin partout. Enfin à ma connaissance. Non, au travail. Bah oui, mais ça a du sens. Moi j'ai une collaboratrice un jour qui avait allué un pétard. Et ben je peux vous dire qu'elle est pas restée. Ça c'était interdit. Oui, c'est interdit. Oui, mais ça relève des mêmes leviers, des mêmes réflexes. Et ça c'est non. Soit. Alors je vais être très courte. Vous serez enchanté. Je suis entièrement d'accord avec vous. Point. Vous qui êtes chef d'entreprise, c'est important d'ailleurs. Je suis chef d'entreprise parce que au moment, dans ma boîte, il y avait une grande fête de fin d'année, etc. Il y a eu des gens ivres-morts. Enfin, c'était vraiment pénible. Mais je voulais réagir sur ce que vous avez dit concernant les grandes écoles. J'ai une petite fille qui est à Subdeco, Lyon. On les emmène dans une forêt en car. Avec alcool à volonté, ça s'appelle intégration. Alcool à volonté, et il y a un car pour ramener tous les enfants bourrés. Je trouve ça inimaginable. Que les soirées d'intégration, c'est une beuverie dans les grandes écoles. Et je veux dire, c'est juste pas supportable. Et surtout que ça va avec, enfin, alcool, drogue, tout ça est quand même un ensemble de choses. On en a parlé tout à l'heure. C'est déjà suffisamment pénible. Je suis entièrement d'accord. S'il y a un pétard dans une boîte, on vire le mec. Bien sûr. Ben voilà. Rémi Branco. On peut pas. Rémi Branco, vous êtes du Lot. Il y a des producteurs de vin, de Cahors notamment. Des producteurs de vin, et puis il y a des consommateurs de vin surtout. Oui. On aime le vin, attention. Et évidemment, si on peut parler des vignerons de Cahors, on le fait à toute heure de la journée. Par contre, en boire sur le lieu de travail ou le temps de travail, je crois qu'il faut faire une distinction. La question, c'est le temps de travail. Évidemment, sur le temps de travail, on ne peut pas inciter des salariés à consommer de l'alcool. En revanche, si vous faites un pot de départ en fin de journée, à la fin des heures de travail, moi, que ce soit sur le lieu de travail ou dans le bistrot d'en face, ça ne change absolument rien. Quant aux notes de frais, évidemment, si vous avez sur la note de frais 2 bouteilles même du Cahors, exception pour le Cahors, 2 bouteilles pour 2 personnes, évidemment c'est excessif. Maintenant, interdire le fait que sur sa note de frais, il y ait un verre de vin qui accompagne un déjeuner, c'est ridicule. Vous savez très bien qu'avec un verre de vin, vous pouvez même prendre le volant. C'est des mesures de facilité aussi, pardon, parce que sinon vous allez demander aux fonctionnaires de compter la quantité de vin qui a été bu pendant sur la note de frais. C'est facile, vous prenez un verre de vin par personne, c'est facile de vérifier ça. Enfin, je veux dire, et chaque salarié doit être quand même responsable de ce qu'il fait. Et dans le détail, effectivement, si vous consommez trop, vous n'êtes pas remboursé et vous pouvez même être sanctionné parce que vous n'êtes pas en état de travailler, madame la chef d'entreprise. Donc il faut de la modération et un peu de bon sens quand même. Mais le bon sens, c'est ce qu'il doit partager. Pourquoi EDF offrirait du vin à des repas d'affaires? On peut se poser la question. Andrea Cotarac, vous êtes d'une région viticole aussi, Auvergne-Rhône-Alpes. Exactement. Non, mais moi, je partage, c'est-à-dire qu'on peut avoir le protoxyde d'azote, etc., des produits en Chine, qui créent des accidents. D'ailleurs, je crois que c'est les autoroutes qui avaient dit qu'ils en avaient retrouvé plein. Mais donc, évidemment, ils ont même fait une campagne, ils ont fait une campagne. Maintenant, la France, c'est quand même le pays de la vigne, c'est le pays du bon vin. On a un réseau de travailleurs, de salariés, de viticulteurs qui est énorme. Donc, effectivement, c'est une tradition, une culture qu'il ne faut pas nier.
Moi, j'appelle au bon sens paysan. Je veux dire, un verre de vin, effectivement, vous pouvez prendre le volant. Les dégâts, d'accord. Mais le fait qu'il y ait des grands patrons, notamment, y compris chez EDF, qui fassent des notes de frais dans des restaurants 5 étoiles pour des affaires, pardon, vous interdisez à 2 salariés de prendre un verre pour un pot de départ parce que c'est interdit pour les repas d'affaires aussi. C'est interdit aussi. Attendez, s'il vous plaît, je laisse terminer. Merci. Il le fait exprès. Si vous voulez, il y a une vraie réflexion à avoir. On peut pas dire aux salariés, vous pouvez pas avoir un peu d'alcool, un verre, avec modération bien évidemment, sur un pot de départ, et savoir que ceux qui font la loi, à la buvette de l'Assemblée nationale, il y a de l'alcool à flot. Oui, c'est revenu. Excusez-moi, la loi, c'est pas rien. Donc nous, au conseil, moi aussi j'ai une anecdote, tiens. Le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, rapidement. Au conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, ils ont supprimé l'alcool à la buvette. Et c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'il y avait des bagarres lorsque les sessions étaient trop tardives. Mais je suis bien d'accord. C'est pas terminé. À l'Assemblée nationale, il y a de l'alcool. Dans le livre de Laurent Wauquiez, à mon avis, c'est plus de bouteilles, c'est 130 000 € d'argent public. Donc attendez, j'ai dit Andrea Cotarac, porte-parole du Rassemblement National, vous demandez officiellement à ce qu'on supprime le vin de la buvette de l'Assemblée? Oui. Non, je dis que vous pouvez. Est-ce que vous êtes député? L'alcool. Non, moi je vais être clair avec vous, je ne bois pas d'alcool sur mon lieu de travail. Est-ce que vous demandez à Yael Braun-Pivet de supprimer le vin de la buvette de l'Assemblée? Je dis que c'est une culture, on a le droit de prendre un verre de vin, mais que l'excès est intolérable. Comment on peut pas demander à des salariés? Ils sont bourrés à 11h du soir. Un verre de vin, c'est très simple. Quand vous avez des notes de frais, vous avez un badge pour payer. Si vous payez 5 verres de vin par jour, c'est interdit. Vous pouvez pas de l'Assemblée nationale. Parce que vous êtes sobre et qu'on est sobre. Vous allez vous écouter les uns et les autres, une personne à la fois. Restez avec nous, on va se retrouver dans un instant. Mettez-vous d'accord, juste après les informations de 11h. Je le rappelle d'ailleurs, l'abus d'alcool, de toute façon, est dangereux pour la santé, au travail ou ailleurs. Ici, il faut consommer avec modération. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. FR. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Vous êtes tous les bienvenus sur Sud Radio pour prendre la parole, débattre avec nos invités au 0826 300 300. Tout ce qui vous concerne, tout ce sur quoi vous avez une anecdote, un témoignage ou alors un avis, venez le partager sur Sud Radio. On est là pour vous, on vous donne la parole et on est ravis de vous accueillir. On débat de l'actualité avec Andrea Cotarac, porte-parole du Rassemblement National, Gilbert Azoulay, directeur général de Newstank Éducation et journaliste pour l'Hémicycle. Nous sommes avec Rémi Branco, vice-président socialiste du département du Lot, porte-parole du PS d'ailleurs, et auteur de ce livre Loin des villes, loin du cœur. C'est publié aux éditions de l'Aube. Et puis Sophie de Menton est avec nous. Elle est chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique et auteur du livre Réussir, c'est possible. C'est publié chez Fayard. Les coups de cœur et les coups de gueule de nos invités. Eh bien aujourd'hui, je le rappelle, c'est le Salon des maires. Journée spéciale sur Sud Radio. Sud Radio, partenaire officiel du Salon des maires. Et à 18h, vous trouverez Les Vraies Voix Sud Radio de Cécile de Ménibus et Philippe David en direct du Salon des maires sur le stand de la Confédération des buralistes. On va parler des territoires, on va parler des villes, des villages, on va parler de votre vie quotidienne sur place, sur le terrain. Vous serez les bienvenus là aussi sur le stand de la Confédération des buralistes. La vie quotidienne sur le terrain, c'est aussi ce qui nous vaut ce coup de gueule de Rémi Branco, notre invité. Vous avez un coup de gueule contre le fait qu'on soit en train de sacrifier en silence, je vous cite, l'ingénierie au service de nos maires ruraux. Qu'est-ce qui se passe? Oui, absolument. Je voudrais vous parler des CAUE. Alors, cet acronyme ne dit rien, absolument rien. Elle est à nouveau dans ma besace. Par contre, tous les maires ruraux qui sont sur la route et qui nous écoutent peut-être pour se rendre au Salon des maires connaissent par cœur. Dans un département rural comme le Lot, c'est le conseil donc d'architectes, d'urbanisme et d'environnement. Donc, en gros, c'est 7-8 personnes, par exemple, sur mon département, qui sont au service des maires. Ils sont architectes, paysagistes, urbanistes. Et ils offrent un conseil gratuit à des maires de villages ruraux qui n'ont pas des équipes pléthoriques, ils n'ont pas des DGS. Quel type de conseil, par exemple? DGS, directeur général des services, je précise. Voilà. Donc, par exemple, vous êtes maire d'une commune de 500 habitants et vous voulez rénover une partie de l'habitat qui se dégrade, qui a des infiltrations. Vous avez besoin d'architectes. Vous voulez rénover la traverse de votre centre-bourg qui est en train de devenir une traversée fantôme. Eh bien, vous faites appel à ces architectes, à ces urbanistes, à ces paysagistes qui interviennent de façon gratuite. Ça fait des années que ça dure et c'est de plus en plus indispensable. On croule sous les demandes. Je suis président d'un petit CAUE du Lot, bénévolement, évidemment. On croule sous les demandes parce que les élus ont de moins en moins d'aide de la part de l'État en ingénierie. Et non seulement ils ont de moins en moins de moyens, mais ils ont de moins en moins d'expertise. Et donc, ils font appel à ce CAUE. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on parlait des to be free de Bercy, ils n'arrivent pas à recouvrer la taxe d'aménagement qu'ils ont réformée, qu'ils ont eu la brillante idée de vouloir réformer il y a 3 ans. Ce qui fait que
en 2 ans, cette taxe qui finance les CAUE, il y a un manque à gagner de 85%. Tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à récupérer cette taxe sur en gros, les permis de construire. Donc, si vous voulez, nous, aujourd'hui, on a des CAUE en France qui sont en train de mettre la clé sous la porte. Dans la Manche, ils mettent la clé sous la porte. Ça veut dire que vous avez des maires qui, déjà, pour certains, sacrifient de leur vie privée, parfois de leur vie professionnelle, pour se présenter aux élections en mars, qui vont avoir des moyens limités, qui en plus ne vont pas avoir d'ingénierie pour construire leur projet tout au long de leur mandat. Et cela, je peux vous dire, si on leur enlève cette ingénierie, si on leur enlève ces experts, ils vont se retrouver bien seuls. C'est pas le tout de dire qu'il faut trouver des candidats, c'est compliqué de trouver des candidats. Il faut qu'une fois qu'ils sont maires, ils aient envie de le rester, qu'ils puissent monter des projets. Parce que vous savez, les Français, ils sont attachés à leur maire, c'est vrai, mais c'est vrai aussi qu'ils sont à portée d'engueulade. Et si un maire tarde d'engueulade, de ce que vous voulez, si vous tardez à monter un projet, les habitants ne comprennent plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Le maire fait rien, etc. Donc on a besoin aujourd'hui d'accompagnement, d'expertise. Évidemment que dans des grandes villes, vous l'avez cet accompagnement. Mais un petit village, il ne peut pas se payer un bureau d'études privées pour savoir comment il va refaire son entrée de village. Bien sûr qu'il a besoin aujourd'hui de ces architectes qui se donnent, mais un temps fou, qui comptent par leurs heures, qui parcourent le Lot. Je peux vous dire, c'est immense le Lot. Ils sont 7 ou 8 à faire toutes les communes. Et parfois, les habitants, parce que les particuliers aussi peuvent faire appel à eux, eh bien, ils font appel à eux pour, y compris, rénover leur propre propriété. Donc voilà, je voulais pousser ce coup de gueule parce qu'on ne va pas trop en parler, parce que c'est un acronyme, parce que c'est un dispositif département qui existe dans chaque département, mais surtout dans les territoires ruraux. Et voilà, je voulais le dire parce que si les To Be Free peuvent nous entendre à Bercy, on leur lance un appel, regardez ce qui se passe aujourd'hui dans nos villages. Et je voulais vous dire que malheureusement... Sinon, ce sera à partir un jour pour tous les maires de France. Malheureusement, ça va continuer comme ça, parce que nous n'avons plus d'argent. Est-ce qu'on peut comprendre que nous sommes ruinés? Mais non, c'est pas ça. Justement, une personne à la fois. La taxe n'est pas recouvrée. Oui, c'est-à-dire normalement, cette taxe d'aménagement, c'est une part qui est prise sur les permis de construire. Et là, c'est Bercy qui n'arrive pas à faire rentrer l'argent. C'est pas une taxe en plus, c'est une taxe qui existait déjà. Parce qu'ils ont fait une réforme de la perception de cette taxe. Un problème d'organisation. Problème d'organisation à Bercy que Bercy reconnaît. Oui, absolument, c'est pas une taxe supplémentaire. Alors c'est bien. Ça peut se résoudre. Je précise d'ailleurs, parce que je vous disais tout à l'heure que les maires étaient plus nombreux que les fois précédentes à se représenter. Malgré tout, David Lisnard, le président de l'Association des maires de France, l'a dit ce matin sur Sud Radio, quand il était l'invité politique de Jean-François Aquili. Il y a quand même eu sur ce mandat 40 démissions de maires par mois. Ça vous dit aussi que c'est quand même compliqué. Les coups de cœur et les coups de gueule de nos invités. Tiens, on va pas parler des maires. On va parler des autres élus, ce sont les parlementaires. C'est Gilbert Azoulay qui veut se les payer. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est un peu ça, mais je suis un peu gêné quand même parce que ça fait un peu réac. Il y a des signaux politiques qui disent plus long que des discours en plein. Vous savez qu'on est en plein marathon budgétaire. Je vous apprends rien. Le gouvernement a annoncé une pause d'un week-end pour les députés. C'est vrai qu'ils sont fatigués, le pied au plancher, car la pause de 48 heures, ça fait quand même un peu, ça passe pas trop, quoi. D'une part, cette demande traduit un certain malaise politique, celui d'un système qui n'arrive plus à travailler sous la tension, sous la pression, et d'une majorité qui a explosé, fragmentée, et d'un débat public qui fait tellement de bruit qu'il avance pas. Alors, la gauche, bien entendu, il voit une tactique pour que ça gagner du temps, pour que la partie recette soit repoussée. Ce qui est sûr, c'est qu'une pause dans l'examen du texte le plus important de l'année quand même, celui qui oriente les priorités du pays, organise les dépenses publiques et conditionne la crédibilité financière, c'est quand même assez bizarre. Alors on peut comprendre les divergences, les désaccords, la complexité de la situation, mais le budget c'est pas quand même un petit sujet, quoi. On met pas entre parenthèses quand la discussion devient difficile. La France a plus que de temporiser. Le déficit, il augmente. La dette, elle progresse. Les taux d'intérêt augmentent. Je vous rappelle qu'on est proche d'autres pays en termes de taux d'intérêt. Le réel, il s'arrête pas quand l'Assemblée décide de faire une pause. Alors ce qui frappe surtout, c'est l'image que ça renvoie à force de décaler, de suspendre, de repousser. On donne l'impression qu'on est dans une démocratie essoufflée, incapable d'assumer un débat qui exige cette situation. Une fin de règne, quoi. Une ambiance de fin de règne. Sophie de Menton. D'abord, je voudrais me réjouir qu'ils n'aient pas travaillé un week-end. Vraiment, c'est une très très bonne nouvelle. Beaucoup d'ironie. J'enchaîne, c'est à peine. À peine. C'est pas le genre. Non, d'abord c'est pas le genre. Et ensuite, je crois que je le pense. Parce que figurez-vous, et j'enchaîne sur mon coup de gueule, que nous avons eu un Choose France, qui aurait pu s'appeler Choisir la France, parce qu'il n'y avait que des Français. Je rappelle, c'était ce salon qui attirait les investisseurs cette année français pour qu'ils investissent en France, des industriels. Alors, il y a eu deux choses. Il y a eu le Choose France à Versailles, avec le président de la République, luxueux, somptueux, etc. Et puis il y a eu un mini Choose France lundi. Qui était 200 patrons qu'on a choisis à la Maison de la Chimie, qui a bloqué tout le quartier. Il y avait 40 quarts de flics, très bien. Et ils ont choisi, eux,
des Français, des chefs d'entreprise qui investissaient français, en inventant d'ailleurs des recettes qui avaient déjà été répertoriées. Bon, le président n'a pas daigné se déplacer, très bien. Mais le Premier ministre, lui, est venu. Et qu'a dit le Premier ministre? Il a dit, écoutez, voilà, calmez-vous, chers amis entrepreneurs, chefs d'entreprise, mais rien de tout ce qui a été dit à l'Assemblée ne sera voté. Vous vous inquiétez sur des taxes, mais elles sont même pas constitutionnelles. Et avoir le Premier ministre de la France, ça n'a pas tellement été relevé. Sébastien Lecornu, ouais, qui balance à 200 patrons français que ce qui a été voté, heureusement, rien pendant le week-end, ce qui a été voté ne sera pas accepté, que ça passera pas, qu'on n'en a rien à faire. Non mais c'est scandaleux parce que d'abord il a dit je fais confiance à l'Assemblée nationale, il y aura pas de, je passerai pas en force, etc. Parfait. Alors je vais vous donner un peu de contradiction, il en faut. Vous préférez un Premier ministre qui vous dit vous inquiétez pas parce que ce qui est en train d'être voté finalement ne sera pas appliqué, ou alors un Premier ministre qui vous dit mais vous savez on a voté quelque chose de très important tout en sachant que ça ne se sera pas appliqué. Ni l'un ni l'autre. Donc vous voulez quoi? Rien? Je veux pas ce Premier ministre qui... Je veux pas ce gouvernement. La révolution, Je ne Sophie. veux pas ce gouvernement. Je ne veux surtout pas d'ailleurs le Premier ministre. Parce qu'il peut, il veut rester en place. Bon. Mais je ne veux pas cette Assemblée nationale qui me fait honte. Donc vous voulez une nouvelle dissolution? On en reparle dans un instant. Je ne sais pas, mais je ne veux pas d'une Assemblée nationale où tous les partis sont divisés en 4 au sein de leur propre... Et je ne veux pas qu'on puisse voter des lois non constitutionnelles, menacer les chefs d'entreprise tous les jours d'une épée de Damoclès et avoir le Premier ministre qui dit vous inquiétez pas, c'est pas vrai. J'ai une vague idée de ce qu'Andrea Cotarac du Rassemblement National va vous répondre dans un instant. Vous aussi qui nous écoutez, 0826 300 300, prenez la parole. On continue à débattre de l'actualité avec nos invités et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Tous les jours, rendez-vous à 18h avec Cécile Demeniacor, Jean-Marie Bordry. Mettez-vous d'accord avec nos débatteurs, on débat de l'actualité dans un instant. Je vous rappelle aussi que comme tous les jours à la même heure, à 11h30, place Gilles Gansman pour Sud Radio Média. On sera avec la chanteuse acadienne la plus célèbre du monde dans un petit quart d'heure, chanteuse et danseuse d'ailleurs. Natacha Saint-Pierre sera notre invitée. Elle a beaucoup de choses à nous raconter aujourd'hui. Mais avant ça, on tente de se mettre d'accord avec nos invités. Andrea Cotarac, Rémi Branco, Gilbert Azoulay et Sophie de Menton. Andrea Cotarac, vous vouliez réagir et rebondir sur ce que disait Sophie de Menton? Oui. Avec le micro ouvert, on va y arriver dans un instant. C'est bon? Allez-y. Non mais c'est le fond de l'affaire ce qu'a dit Sophie de Menton. C'est-à-dire que la question c'est pourquoi est-ce qu'on travaille dans ces conditions? Pourquoi est-ce que les collaborateurs, les députés passent leur nuit entière et sont fatigués et même se tapent dessus et même donnent une image parfois détestable de la politique? Moi je vais vous dire deux choses. La responsabilité, c'est celle du gouvernement. On a eu Emmanuel Macron qui a fait un gouvernement qui a duré un jour. Puis on a reperdu une semaine pour recomposer un deuxième gouvernement. Puis on a encore perdu du temps. Pourquoi ? Parce qu'on a en réalité un Premier ministre qui gagne du temps. Les macronistes veulent gagner du temps. Et c'est ça le problème pour la démocratie. Ils se moquent de la représentation nationale, ils se moquent des Français. Parce que, je la fais courte, si dans 70 jours, il n'y a pas de vote du budget, que ce soit sur le projet de loi de finances, que ce soit sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, eh bien on passera par loi spéciale, c'est-à-dire sans vote. Puis par ordonnance. Et donc, sans vote. Et qu'est-ce qu'on va faire passer comme budget? Qu'est-ce qu'on va faire passer sans vote? Je crois malheureusement que le budget initial qui est discuté depuis 70 jours sera celui qui sera appliqué sans vote. C'est-à-dire que nous avons eu Monsieur Bayrou, le martyr de la dette. Vous vous souvenez, il faisait 36 matinales par semaine, qui expliquait qu'on allait tous mourir s'il y avait de la dépense publique augmentée. Le budget proposé par Monsieur Lecornu, c'est 28 milliards de dépenses publiques en plus et 19 milliards d'impôts et de taxes en plus. Donc vous voyez bien que les mêmes poursuivent la même politique. C'est ça le réel problème et c'est ça le fond du problème de notre pays. Rémi Branco. On verra comment tout ça se termine. Moi, je crains que ça se termine mal. Ça se termine mal d'une part parce que d'un point de vue de la pédagogie et de la démocratie, plus personne n'y comprend rien. D'ailleurs, je pense que le seul bienfait de ces 2 jours de pause pour les députés, c'est qu'ils reviennent dans la circonscription et qu'ils entendent ce qui se passe dans les gens. Parce que je peux vous dire qu'ils vont en entendre. Hein. Et tout d'un coup, ça va relativiser beaucoup de choses dans l'importance qu'ils se donnent à eux-mêmes parfois à l'Assemblée par de grands discours, des vidéos sur les réseaux sociaux, j'ai obtenu ça, on s'est battu pour ça, etc. Ils vont voir que les gens sont complètement perdus. Ils attendent simplement la fin du film, de savoir si le héros il meurt ou pas à la fin. On en est là du dégoût
qu'il y a aujourd'hui dans la population par rapport à ce débat qui est bordélique à souhait depuis la dissolution l'an dernier. On est bien d'accord là-dessus. Et je pense que le pire serait que tout ça, comme le dit M. Cotarac, ne serve à rien. C'est-à-dire que si à la fin on revient au point de départ, c'est pas simplement qu'on aura un budget catastrophique pour le pays, c'est qu'on aura dégoûté définitivement une partie des Français avec la démocratie. Déjà qu'ils ont l'impression depuis un an, 2 ans de voter que ça sert à rien. Si en plus ils élisent des députés qui à la fin ne servent eux-mêmes à rien, moi je sais pas la conclusion que vont en tirer les gens au moment de l'élection présidentielle de 2027 et pour tous les autres scrutins. Donc je pense que si ça se passe comme ça vient d'être dit, à savoir qu'il n'y a pas de CMP conclusive comme on dit et que commission mixte paritaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat, en gros, et si c'est pas conclusif, c'est que les deux chambres se mettent si on n'arrive pas à trouver un vote sur un budget et si par ailleurs le gouvernement revient à une version initiale, moi je crains le pire sur la relation que les Français auront avec la politique, déjà qu'elle est sacrément dégradée. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, je dis pas ça pour vous personnellement, bien sûr que le PS est quand même très responsable. Je ne parle pas pour vous. Parce que entre le LFI et le PS, c'est eux qui ont foutu complètement en l'air tout ce qu'il pouvait y avoir comme discussion. Pardon. Quand ils... oui. Genre là, soit le PS. Vous avez d'accord, c'est je suis d'accord. On va dire que le PS est cul et chemise avec la Macronie. Vous allez faire un fou en l'air. LFI. Pour vous mettre d'accord. LFI, c'est pas le PS, vous avez remarqué. Oui, mais pas depuis longtemps. C'est votre sauveur. Non, ça fait pas longtemps. LFI a ressuscité le Parti Socialiste qui était à 1,7%. Vous devrez leur dire merci. Ça fait un moment que c'est pas le cas. Donc il faudrait balayer. Le PS, vous l'avez vu, s'il vous plaît. Vous l'avez noté, LFI voulait tout de suite destituer le président de la République, aller vers la dissolution. Le PS a fait un autre choix qui est celui de discuter et par le Parlement, la discussion parlementaire, d'arriver à un texte différent. Sauf qu'on est en train de dire, gorge du Premier ministre, sauf qu'on est en train de dire que les discussions que vous vantez, elles ne servent à rien puisque ça dépend du gouvernement. Le Premier ministre l'a dit. Ça dépendra du gouvernement. Il faut qu'ils se mettent d'accord sur un texte minimum. Ça dépend de ce que choisit de faire le gouvernement à l'issue de la CMP, si elle n'est pas conclusive. Dans ses ordonnances, il pourra très bien ne pas revenir au projet de loi initial et de mettre des amendements. Comment voulez-vous que ce soit conclusif alors que le Sénat est à majorité à droite? Est-ce que votera le Sénat, ça vous conviendra pas vous-même qui êtes socialiste? Ils l'ont dit déjà. La version du Sénat. Non mais le propre d'une CMP, c'est pas de reprendre la version du Sénat, c'est de trouver un compromis. Non mais d'accord, mais je pense que tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio ont l'impression que tout le monde attend que ça se passe mal pour dire, vous voyez, je vous l'avais bien dit, mais je veux dire, personne ne cherche de solution. Ni le PS, ni le RN, ni la France insoumise. Je suis pas d'accord. Non, mais évidemment que vous n'êtes pas d'accord. Convainquez-moi. Non, voilà, pour le coup, on cherche une solution. Laquelle? La vôtre? Laquelle? Juste la vôtre. On cherche un compromis. Vous avez vu, par exemple, la taxe Zuckman n'est pas passée. Pour autant, le PS n'a pas censuré le gouvernement. Vous êtes trop on continue la discussion. Mais non, mais c'est ça la discussion parlementaire. Vous pouvez gagner sur certains points. On a permis de faire en sorte que, par exemple, les retraités n'aient pas leur pension gelée. On a permis un certain nombre d'avancées. On a effectivement mis certaines taxes sur les hauts patrimoines et sur les entreprises, mais pas au niveau auquel on voulait le faire. Ça s'appelle du compromis. Ça s'appelle la démocratie, la discussion. Si on avait dit c'est tout le programme socialiste ou rien, sinon on censure, là vous auriez pu me dire le PS aujourd'hui ne sert pas la démocratie. C'est faux. On discute, on avance. Il faut simplement que le gouvernement, à l'issue de cette discussion, si elle n'est pas conclusive, tienne en compte ces débats. On termine par le coup de gueule d'Andrea Cotarac. Vous voulez nous parler d'agriculture et d'Europe, Andrea? Oui, mais ça rejoint le budget. La démocratie, c'est de mettre dehors le macronisme. Record de dépenses d'entreprise, record d'un budget déficitaire, record de déficit sur la balance commerciale, record dans tout, mais en mal. Donc mon coup de gueule, c'est le suivant, c'est que nous sommes malades en Europe. Nous sommes malades d'une idéologie mondialiste, c'est vrai. UMPS, macroniste, qui n'a pas d'autre horizon qu'abaisser les barrières douanières. Pas d'autre horizon que de faire valider des traités de libre-échange qui noient nos agriculteurs face à la concurrence déloyale. On a ouvert l'Union européenne aux 4 vents de la mondialisation. D'ailleurs, l'Union européenne, c'est le record de traités de libre-échange en vigueur. 42. Je rappelle que les traités de libre-échange, c'est dans les deux sens. C'est que quand on importe, ça veut dire qu'on exporte autre chose. Exactement. Et c'est d'ailleurs là ce dont on va parler. Les Allemands sont contents. Ils exportent leurs véhicules. La variable d'ajustement, ce sont les agriculteurs français. Et c'est ça le véritable problème, puisque ça fait 30 ans que ça dure, et le résultat, c'est 100 000 exploitations agricoles françaises en moins dans notre pays. On a une souveraineté alimentaire qui est aujourd'hui au bord du précipice. C'est un rapport du Sénat. Et donc, l'agriculture française ne s'est jamais aussi mal portée qu'aujourd'hui. Alors, on arrive aussi à... on a validé le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, sous la présidence de M. Macron, de l'Union européenne. Puis, le CETA, c'était encore avant. Là, on a un gros morceau, le Mercosur. Des exploitations agricoles
immense du Brésil, des filières bovines qui vont déferler et concurrencer nos agriculteurs. Alors vous vous souvenez de M. Attal, quand il y avait eu la révolte des agriculteurs, il était effectivement Premier ministre, il était dans une ferme là en direct sur toutes les télévisions, il avait dit le Mercosur, c'est non. La France dit non. Vous pouvez être assurés, les agriculteurs, que l'on refusera ça, nous, les macronistes. Eh bien, en fait, il ne faut plus les écouter. Il faut plutôt écouter ce que dit la Commission européenne. Parce que ce matin, le commissaire européen à l'agriculture, Christopher Hansen, explique qu'il n'y aura pas de nouvelles assurances, de nouvelles annonces pour calmer l'inquiétude des agriculteurs français. Traduction, le Mercosur, malgré les fioritures de M. Attal, malgré les prétendues garanties de M. Macron, les clauses miroirs, les contrôles aux frontières ou je ne sais quoi, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Ça reste un bras de fer entre notamment la France et la Commission. Non, c'est pas un bras de fer. Le commissaire européen dit que ce sera adopté en l'état et la France sera soumise en l'état au Mercosur. En résumé aussi, autre analyse, les LR, la droite française, qui est normalement membre de cette majorité européenne, de la Commission européenne, du Parti populaire européen, de Madame von der Leyen, n'a plus aucun poids. Ils sont contre le Mercosur, mais leur famille politique applique à la France ce qu'ils ne souhaitent pas. Nous en redébattrons. Pourquoi pas avec vous, Andrea En résumé, les macronistes, dehors, on change de logiciel. Bon, ça, vous n'avez pas changé de discours entre le début et la fin de l'émission. Je voulais juste dire un mot. D'accord, on n'est pas tout à fait d'accord. Moi, j'avais travaillé beaucoup avec les céréaliers pour l'hémicycle, on avait fait un gros dossier. Le Mercosur, parfois, il y en a qui vous disent c'est pas mal aussi. Oui, donc on est un peu perdu. Vous irez voir les agriculteurs. Les députés en circonscription. Ils me disent aussi qu'on est passé de 1 million à 400 000 agriculteurs, on le sait, mais bon. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui les débats, mais on en reparlera parce que le Mercosur, c'est pas terminé. En tout cas, le débat sur le Mercosur. J'aimerais vous remercier tous les quatre d'être venus débattre sur Sud Radio. Sophie de Menton, je rappelle votre livre Réussir, c'est possible, c'est publié chez Fayard. Il y a beaucoup d'anecdotes. Rémi Branco a aussi des anecdotes dans son livre Loin des villes, loin du cœur. C'est publié aux éditions de l'Aube. Merci à Gilbert Azoulay également et Andrea Cotarac. Merci à vous. Restez avec nous à suivre Sud Radio Média. Vous la connaissez, vous l'avez déjà vue à la télé, vous l'avez déjà entendue. Je le disais, c'est la chanteuse et donc danseuse acadienne, la plus célèbre du monde. C'est justement notre invitée dans quelques instants. On est ravis de retrouver Sud Radio Média. À tout de suite.